12 avril 1919, à 6h du matin. À Paris, l'inspecteur Belin frappe à la porte d'un appartement situé au 76 rue de Rochechouart. L'occupant, M. Guillet, ouvre. Il comprend très vite ce qu'il se passe. Quand des agents s'approchent de lui, il se met en colère. Mais que lui reproche-t-on à la fin ? Il est embarqué dans une voiture, direction les bureaux des brigades mobiles. En chemin, l'homme transpire. Il a peur. Il sait que bientôt, les enquêteurs vont trouver sur lui un carnet noir en moleskine ciré. C'est ce carnet qui l'enverra à l'échafaud. Car M. Guillet s'appelle en réalité Landru. En 5 ans, entre 1914 et 1919, il a séduit et abusé des dizaines de femmes. Ce tueur cupide les tuait dans sa villa des Yvelines avant de les dépouiller. Voici l'histoire de Landru, le dandy qui brûlait ses fiancées. Scène de crime. Ça m'intéresse vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. Henri Landru a été un enfant choyé et désiré. Désiré, c'est d'ailleurs son second prénom. Une enfance heureuse et sans histoire, un père chauffeur et une mère couturière qui l'entourent d'amour. Rien qui le prédispose à devenir un meurtrier. Après avoir été éduqué chez les frères, il se lance dans des études d'architecture et devient commis. C'est un jeune homme au physique banal, avec des traits simiesques, mais ses bonnes manières en font un séducteur efficace. Il engrosse bientôt sa cousine et n'a d'autre choix que de l'épouser. Le couple a 4 enfants et Landru se retrouve bientôt chargé de famille. Une famille qu'il faut bien entretenir, mais Landru refuse de travailler. À la place, il multiplie les escroqueries pour faire rentrer l'argent. Colérique et imbu de lui-même, il s'estime supérieur, surtout aux femmes. Il aime les duper avec ses manières d'homme bien comme il faut. Elles sont les proies privilégiées de ses arnaques. Entre 1900 et 1912, il est arrêté 7 fois. En 1906, lors d'un séjour en maison d'arrêt, les médecins diagnostiquent un état mental maladif, sans toutefois parler de folie. En 1914, il a accumulé tant de délits qu'il risque le bagne. Loin de penser à devenir honnête, il conclut qu'il ne doit plus laisser de traces de ses forfaits. C'est une logique caractéristique du psychopathe. L'escroc va devenir un meurtrier. Il passe des petites annonces matrimoniales, se fait passer pour un veuf, un marchand de meubles aux revenus confortables qui cherche à se marier. Il attire celles qui lui répondent, souvent des veuves, dans une maison louée en banlieue parisienne, d'abord à Vernouillet, puis à Gambet, dans les Yvelines. Là, il les tue, puis scie leurs cadavres et les fait brûler dans sa cuisinière. Landru prend goût au meurtre. Et il s'enrichit chaque fois un peu plus. Son mobile, c'est l'argent. Il lui en faut toujours plus. De janvier 1915 à janvier 1919, il assassine 11 personnes. La première fois, il tue Jeanne Cruchet, une veuve de 39 ans, et son fils André, 17 ans. Les autres s'appellent Thérèse, Anna, Célestine, Louise, André et même Désirée. Elles sont le plus souvent veuves ou divorcées. La plus jeune n'a que 19 ans. Mais la disparition de 2 femmes va bientôt susciter l'inquiétude de leur famille, qui porte plainte. La brigade mobile est chargée de l'enquête. Mais pour l'heure, Landru poursuit sa vie tranquille, entre crime et séduction. Le 11 avril 1919, l'amie d'une veuve disparue reconnaît Landru à la sortie d'un magasin parisien. Elle se souvient très bien de lui. À cette différence près, Célestine, son amie disparue, l'appelait Monsieur Frémier. Elle prévient la famille de son ami, qui prévient à son tour la police. La police retrouve vite Landru, alias Frémier. L'impitoyable séducteur est tombé amoureux d'une chanteuse, Fernande Segret, qu'il couvre de cadeaux et adule comme un collégien. Ils vivent leurs amours au 76 rue Rochechouart à Paris. Et il est dans ses bras lorsqu'on l'arrête le 12 avril 1919. C'est justement le jour de ses 50 ans. Les policiers retrouvent sur lui un petit carnet noir en moleskine ciré. Ils recensent les noms des disparus parmi un total de 283 femmes. Les enquêteurs se rendent dans sa maison de Gambet. Bingo! Ils y trouvent plus de 4 kilos d'ossements et 47 dents humaines.
Des morceaux de corset, des chaussures à demi brûlées. Les voisins aussi se montrent bavards. Oui, ils ont bien croisé ce petit homme coiffé d'un chapeau melon, toujours avec une femme, mais jamais la même. Il faisait souvent du feu, même en été, et repartait toujours seul. Landru est pris. Son procès s'ouvre à Versailles le 7 novembre 1921. Landru devient une star qui révulse autant qu'il fascine. Le tout Paris veut voir ce monsieur mystère, ce barbe bleue comme le surnomme la presse. Il y a même quelques VIP, comme les artistes Mistinguett et Rému, ainsi que l'épouse du prince Georges de Grèce. « C'est Landru, entend-on résonner dans la salle lorsqu'enfin l'accusé pénètre dans son box entouré de 3 gendarmes. Avec cette affaire, le petit bonhomme barbu aux yeux vifs et perçants est devenu une vedette, et son procès un spectacle. Il nargue le juge, fait rire son public et entretient le mystère. Combien de femmes le tueur en série a-t-il massacré ? Au moins 11, mais jusqu'à l'échafaud, le 25 février 1922, il refuse d'avouer le nombre exact de ses victimes. Et où sont donc les corps des disparus ? Lui demandent ses accusateurs. Je n'ai pas de confidence à faire, répond Landru. La vie privée, monsieur l'avocat général, est un mur derrière lequel j'entends me mettre à l'abri. Rire dans la salle. Surtout chez les dames du premier rang, tombées sous le charme de l'accusé. Le président somme Landru de s'expliquer. Après tout, c'est sa tête qui est en jeu. Ma tête, vous parlez toujours de ma tête. Je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir. Les spectateurs s'esclaffent. Landru cynique s'amuse. Il est surprenant que sur 11 personnes qu'on m'accuse d'avoir assassinées, on n'en ait pas trouvé seulement une, même pas la moitié d'une. La moitié d'une, c'est justement une piste que les enquêteurs ont suivie. Ils ont analysé la cuisinière à charbon dans sa maison de Gambais. On y a retrouvé des os calcinés. Un membre de l'identité judiciaire arrive à la barre et explique. Nous avons alors pu établir qu'en 24 heures, il avait été possible de brûler 50 kilos de chair. Pour la première fois depuis le début du procès, la salle se tait, troublée à l'écoute de la macabre déposition. Puis le légiste fait le descriptif des ossements et conclut sa déposition. On brûle des pieds en 50 minutes, une tête vidée de son cerveau en 8 minutes, mais un crâne entier avec le cerveau, ou les yeux, les cheveux et la langue, exige 1h40 complète. Un frisson parcourt le public. Landru reste assis, silencieux. Plus les jours avancent, plus la tension monte. La foule se bouscule pour apercevoir l'accusé. Les gens montent sur les chaises et lui font des signes. Impossible de les déloger. C'est bientôt l'heure du verdict. Avant cela, l'avocat de la défense, maître Demoro Jafferi, tente de sauver la tête de son client. Comment condamner aujourd'hui un homme pour le meurtre de 10 femmes et être demain dans l'impossibilité de délivrer un jugement déclaratif de décès aux familles, faute d'avoir retrouvé un quelconque corps. Tandis que le jury délibère, on mange des sandwichs, on fume, des thermos circulent, certains lancent des paris sur la nature du verdict. On frappe même du pied pour faire venir le jury. « Mais taisez-vous donc, un homme va être condamné à mort !» s'agace l'avocat général. Enfin, les 14 jurés ont pris leur décision. La guillotine. Le 25 février 1922, près de l'échafaud, à son avocat qui lui demande la vérité sur ses meurtres, Landru aurait répondu « Cela, maître, c'est mon petit bagage. » Le couperet tombe, et Landru emporte ses secrets dans la mort. Cet épisode a été écrit par Véronique Chalmé et raconté par Cyrielle Lemoine-Tolba. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption.
Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par Ça m'intéresse Histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.